Bonjour Antoine Desroses, vous êtes bien connu dans la communauté. Alors, on vous remercie de participer au projet Stop Racisme, qui est une initiative de Choc FM 105,1, rendue possible grâce au gouvernement du Canada. Antoine, on vous connaît bien dans la communauté franco-torontoise. Vous êtes bien impliqué, entre autres auprès de l'organisme Point Ancrage Jeunesse. Si je pense que vous êtes le cofondateur, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est bien ça. Alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer la mission, en fait, la mission de Page? Bon, et donc je peux me passer de présentation et Allez-y, allez-y si vous voulez ajouter. non, c'est juste que ça fait quelques mois, quelques années, ça fait presque 4 ans, 3 ans, 4 ans que je suis à la retraite, donc je suis un peu retiré. Et donc, j'ai investi ce temps à monter un organisme, et l'organisme c'est Point Ancrage Jeunesse. Mhm. Et Point Ancrage Jeunesse, je peux vous dire, est un organisme qui a été monté avec un groupe de parents qui sont très impliqués et qui sont très inquiets pour l'avenir et pour les difficultés auxquelles font face les jeunes noirs. Donc, j'ai préparé une petite note à ce sujet que je vais vous préparer et où sont mes notes. C'est une petite historique, en fait, de Point Ancrage Jeunesse. Donc, j'avais demandé à la présidente, et je sais qu'elle participera à cette émission aussi, je lui avais dit que je n'allais pas parler en profondeur à propos de Point Ancrage Jeunesse. Je voulais seulement souligner que c'est un organisme qui a été développé, qui a été mis sur pied pour travailler avec les jeunes noirs et au niveau de leur identité, pour aider les jeunes noirs à développer et à sécuriser leur identité. Donc, la présidente, qui est aussi cofondatrice et qui a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'activités qu'on est en train de faire pour supporter les jeunes noirs dans la communauté. Donc, elle se fera un plaisir de passer avec vous à travers tous ces détails. Par contre, moi, je pourrais vous parler un peu des défis qui nous ont portés à développer ce projet, des défis qui nous ont portés à travailler sur ce projet. Moi, ça fait depuis plus de 40 ans que je travaille dans la communauté noire. J'ai eu moi-même à faire face à certains obstacles. Donc, je me suis basé sur mes expériences personnelles, ce que j'ai dû traverser pour assurer mon intégration. Ça n'a pas été facile, je peux vous l'assurer. Donc, basé sur cette expérience, j'ai développé tout au cours de ma carrière des projets pour aider les jeunes noirs et les communautés noires en général à mieux s'intégrer dans la société canadienne. Et j'aimerais souligner avant tout une différence que je fais et que je fais toujours avec mes étudiants et puis avec mes collègues de travail sur l'intégration et l'assimilation. L'intégration nous permet de respecter les normes et les valeurs de la société d'accueil tout en respectant et gardant les nôtres qui viennent de la société d'origine. Alors que l'assimilation nous demande de rejeter ces valeurs et de complètement adopter les valeurs de la société d'accueil. Donc, moi, je porte toujours l'accent sur l'intégration. Donc, il y a quelques défis auxquels que fait notre communauté, auxquels que fait face la communauté noire. L'un des principaux
défis auxquels sont confrontées les nombreuses communautés afro-antillaises est lié au diagnostic racialisé et à la mauvaise interprétation des comportements culturels. Mhm. Bon, et je parle de diagnostic. Annie, comme tu sais, j'ai travaillé dans le milieu de la santé, j'ai travaillé aussi dans le milieu de l'éducation. Donc, c'est pourquoi j'utilise le mot diagnostic. Mais il y a une mauvaise interprétation des comportements culturels. En plus de la probabilité d'être diagnostiqué avec une condition de santé mentale, la construction sociale des Noirs comme agressifs. Il y a cette construction sociale des Noirs comme des êtres agressifs. Et c'est quelque chose qui est moi-même que j'ai vécu. Quand je rentre dans un élévateur, automatiquement, la vieille dame va tenir sa bourse un peu plus fort ce soir. Donc, moi, je ne les blâme pas. J'essaie tout simplement de vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, cette construction sociale des Noirs comme des êtres agressifs. Mhm. Automatiquement qu'un jeune Noir rentre dans un magasin, les services de sécurité vont le suivre. Ça se fait de manière presque automatiquement. Donc, moi, j'ai un dilemme. Le dilemme que j'ai, comment faire pour supporter ces jeunes? Comment faire pour les aider? Comme je vous ai dit au début, j'encourage les jeunes à garder leur identité, à renforcer leur identité. Mais, de notre côté, les jeunes, ils couvrent leur tête avec comment on appelle ça encore, Un capuchon? les choses à capuchon et puis leurs pantalons qui dressent et puis ils s'habillent d'une certaine manière qui automatiquement les signale comme potentiellement des membres de gang. Donc, comment on va faire pour aider ces jeunes à naviguer cette société? Donc, il faut trouver l'équilibre parce qu'il faut être conscient aussi que de la réaction dès qu'on voit cette personne, les gens vont réagir, vont automatiquement assumer il fait partie d'un gang, là, il faut faire attention. Et puis, il y a le pantalon qui tombe et tout ça. Donc, c'est ça. Il y a aussi le fait que le racisme existe dans la société. Pour vous donner un exemple, il y a une augmentation de la représentation des communautés afro-antillaises dans les établissements correctionnels. Dans les établissements scolaires, parce que moi, j'ai travaillé aussi dans les écoles, dans les établissements scolaires, si un petit blanc fait quelque chose, ils ont tout un système de discipline qui s'applique et ils ont un système de soutien et de support. Mais pour le petit noir, c'est automatiquement, c'est la police, on appelle la police. J'ai été témoin de ça. J'ai vu qu'on a appelé la police pour un jeune qui a volé un sandwich. Donc, ce système existe. Aussi, les étudiants noirs représentent à peu près 12% de la population étudiante de Toronto dans le Toronto District School Board, mais 48% des expulsions. 48% des expulsions. Oui, c'est beaucoup. Beaucoup. Aussi, dans le système carcéral, 40% des détenus noirs sont tenus en isolement, 40%, alors que cette population ne représente que 7,5% de la population de Toronto. Donc, ça, ce sont quelques défis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on propose pour résoudre ce problème? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, comme j'ai dit au début, pour Page, c'est de reconstruire et de restituer une nouvelle identité afro-canadienne où les jeunes noirs arrivent se retrouvant
et de donner une voix plus forte aux jeunes qui sont à risque dans le système pénal. Ça, c'est un gros problème et je vous le dis parce que si vous allez visiter n'importe quelle institution de correction, et je veux dire des prisons, vous allez voir une grande majorité de ces jeunes-là sont des jeunes noirs. Donc, nous avons un problème. Qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre le problème? Quelle est la solution? Moi, la solution que j'ai proposée, c'est de reconnaître que le racisme existe dans cette société. Si nous ne le reconnaissons pas, nous n'allons pas pouvoir naviguer et prendre des mesures. Donc, ce que je propose, c'est l'éducation antiraciste. Il faut sensibiliser les gens. Et je dois dire que Annick fait un travail extraordinaire en ce sens. Ah. Oui. Écoute, Donc, je reviens vers toi, Antoine. Je reviens vers toi avec ton travail des 40 dernières années. Mais en fait, j'aurais aimé que tu nous parles davantage ou également, parce que c'est très, très intéressant ce que tu viens de nous présenter, mais aussi peut-être de nous donner ton point de vue sur la discrimination à l'égard des jeunes Afro-Canadiens ou Afro-descendants en matière avec l'accessibilité à l'emploi. Est-ce que Page a remarqué que les jeunes Afro-Canadiens ou les jeunes Afro-descendants ou les Afro-antillais ont peut-être plus de difficultés à accéder au marché du travail ou par exemple, comme tu as mentionné, à s'intégrer à la vie socio-économique? Est-ce que tu as des commentaires là-dessus? oui, certainement, et ça fait partie des réflexions que j'ai eu à faire tout au cours de ma carrière. J'ai quelques idées. La première, c'est de rassembler les informations générales. C'est qui sont ces jeunes, d'où ils viennent. C'est très important. Il faut dresser un profil de la communauté. C'est la première chose. Ensuite, c'est de mener des groupes de discussion afin d'évaluer leurs besoins venant d'eux-mêmes. Toi et moi, Annick, nous n'allons pas décider ces jeunes ont besoin de ceci, ces jeunes ont besoin de cela. Donc, une fois qu'on aura dressé un profil de la population, maintenant, on va discuter avec eux. Comment eux, qu'ils voient leur intégration, qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils ont besoin, comment peut-on soutenir leur famille. Donc, c'est à partir de là qu'on peut développer et mettre en œuvre un modèle. Donc, c'est un modèle participatif. Ils sont activement inclus dans le dialogue, dans la conversation, dans la proposition de solutions pour eux. On ne va pas leur imposer, OK, on le fait tout le temps. Quand il y a des tueries un peu partout, des gens tombent, bon, on dit, OK, on va construire un terrain de basketball ici, on va faire un petit programme ici, mais ça ne marche jamais parce que ça ne répond pas aux problèmes. Ce sont des problèmes cosmétiques. Donc, la proposition, c'est de développer et de mettre en œuvre un modèle éducatif qui offrira à ces jeunes des opportunités de développer de nouvelles compétences comme la résolution de conflits, donc ils n'ont pas besoin de s'entretuer. Donc, c'est très important de ceci en conversation avec eux, en consultation avec eux. Et selon toi, qui pourrait mettre sur pied un tel programme? Est-ce que ça fait partie, par exemple, de ce que de futurs projets de Page ou... Absolument. Voilà, OK. Bon, ce genre de programme doit être fait de consultation. Après les consultations, après les résultats des consultations, on sait ce que les jeunes nous recommandent. Ça ne veut pas dire parce que les jeunes le recommandent, c'est ce qu'ils vont le faire, mais ils ont fait partie des propositions de solutions. Mais maintenant, c'est à la communauté d'aller rechercher des fonds auprès du gouvernement. Et c'est là le grand problème, c'est l'une des grandes barrières, c'est l'accès à du financement adéquat.
OK. Pour mettre en œuvre ce que tu viens de proposer. C'est ça. Voilà. C'est l'accès à des financements. Donc, il faut que les communautés soient solides. Mais là encore, il y a d'autres barrières. L'autre barrière, ce sont les critères d'éligibilité. Supposons notre communauté, on a consulté avec les jeunes, on a décidé avec les jeunes ce qu'on va faire. Maintenant, 10 000 $, 20 000 $, 100 000 $ ne va pas résoudre le problème. Comme j'ai dit, il faut un financement sur plusieurs années. À long terme. À long terme pour monter ces projets. Alors maintenant, on va faire face aux critères d'éligibilité. Parce que pour recevoir des financements, quelques millions de dollars sur 5 ans, on va vous demander, les organismes de la communauté n'ont pas la capacité pour gérer ce genre et si les critères d'admissibilité à ces financements ne sont pas modifiés, par exemple, notre petite organisation, un organisme émergent, on commence à recevoir du financement sur 2 ans, on commence à faire des activités, mais ça va nous prendre quelques autres années pour bâtir, parce qu'on va vous demander de donner votre historique, de donner vos états financiers sur un nombre d'années. Ça va prendre du temps. Donc, les critères, il faut aussi que les critères soient modifiés, parce que ces critères sont des barrières formidables et impossibles à franchir étant donné la précarité des organismes et de leurs membres. OK. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est difficile pour les organismes, peut-être comme Page et autres, qui souhaitent mettre en œuvre ces initiatives. C'est ça. Parce que, en fait, le financement est difficilement accessible, si je comprends bien. Le financement adéquat. Financement Il y a adéquat. des petits financements de 20 30 000 $. Oui, je vois, qui sont à court terme et voilà. Oui, Donc, oui. Parce que moi, j'ai travaillé dans les écoles avec les jeunes noirs j'ai pu réussir à aider des jeunes à compléter le cycle secondaire et entrer au collège. J'ai pu le faire parce que j'ai travaillé avec eux pendant 5 ans. Ah oui, c'est du Ça long m'a pris terme. 5 ans. Donc, dès la 9e année jusqu'à la graduation, j'ai toujours été après eux, j'étais là pour aller leur rechercher et des emplois d'été pour les surveiller, pour garder le contact avec les parents. Ça m'a pris 5 ans. Oui, c'est un accompagnement continu. C'est continu. Oui, continu, Donc, soutenu. Si j'étais là, j'étais là pour 1 an ou 2, ça n'aurait accompli rien. Peux-tu nous donner, peut-être en terminant aussi, ou donner quelques exemples de discrimination à l'égard des jeunes, particulièrement face au marché de l'emploi? Est-ce que vous avez eu des témoignages, par exemple, à travers des jeunes que vous appuyez via votre organisme qui ont des difficultés, qui ont plus de difficultés que les autres à pouvoir dénicher un emploi, que ce soit un emploi d'été ou un emploi, tu vois? Comment ça se présente, selon toi, le marché du travail pour les jeunes Afro-Canadiens? Pour les jeunes Afro-Canadiens, le marché du travail est lié à leur éducation. Donc, ceux qui sont bien formés et qui sont élevés dans des familles de la classe moyenne qui leur donnent une formation sociale. Donc, ils savent comment s'habiller, ils savent comment se comporter. Ce sont des jeunes comme mon petit-fils. Et chaque fois qu'il met son capuchon, je lui demande de l'enlever. Et quand vous êtes avec vos amis, vous jouez au basketball, il n'y a pas de problème. Mais si vous allez faire une demande d'emploi, il faut vous habiller de manière professionnelle. Et c'est un gros dilemme. D'un autre côté, on demande aux jeunes de garder son identité. Oui. Et de l'autre côté, il faut trouver l'équilibre.
Donc, c'est pour moi l'un des problèmes pour ces jeunes, parce qu'il y a un jeune avec lequel que je travaille maintenant, je supervise son stage, et puis je le respecte, je le traite avec respect. En même temps, je lui dis, comment vas-tu pouvoir trouver un emploi si tu te présentes chez l'employeur comme tu... Moi, je n'ai pas de problème que ton pantalon tombe. J'ai pas de problème avec ça. Que ton capuchon, toujours en salle de classe, partout, ils ont toujours ça sur la tête. Donc, pour moi, il y a un aspect psychologique, identitaire qui est attaché avec ce type d'habillement. Donc, il faut trouver l'équilibre. Donc, c'est quelque chose, il n'y a pas une réponse. Et c'est comme marcher sur des œufs. D'un autre côté, on veut que le jeune garde son identité. On veut que le jeune soit fier de son appartenance raciale, culturelle et ethnique. Mais d'un autre côté, comme je vous ai dit au début, c'est une question d'équilibre. Il faut aussi que pour faciliter l'intégration, il y a des valeurs aussi de la société, des demandes de la société. Mhm. Donc, bien comprendre les comportements sociaux Des comportements dans le contexte canadien, des codes culturels canadiens. Donc là, on parle aussi de compétences, je peux dire, culturels oui, compétences culturelles canadiennes. canadiens. Pas seulement pour les jeunes noirs, hein, pour les jeunes En afro-canadiens, général, mais en oui, général. pour tous les nouveaux immigrants, finalement, pour tous les nouveaux immigrants. Donc, Oh, c'est très important. oui, apporter une attention particulière à ce genre de formation. Mais tu as aussi mentionné que c'est une question, bon, aussi d'éducation à la maison, de milieu social. Ça a un grand impact parce qu'il y a des jeunes qui vont à l'université. Il y a beaucoup de jeunes noirs qui réussissent et dans leur carrière et surtout, il y a des opportunités qui s'ouvrent pour des jeunes noirs juste parce qu'ils sont des jeunes noirs, parce qu'il y a des Voilà, exactement. organisations. Oui, oui, absolument qu'on recherche la On recherche ces diversité. jeunes noirs, mais il faut Oui, que ces jeunes mais aussi. Donc, c'est moitié-moitié. mhm, Comme je dis toujours aux jeunes, c'est un chemin à deux voies. mhm. C'est pas seulement accepter moi comme je suis. Non, j'ai dit, il faut faire aussi un effort. C'est pourquoi tout au début de l'entrevue, j'ai parlé de la différence entre intégration et assimilation. Donc, dans l'intégration, on doit donner un peu en acceptant les valeurs, parce qu'on le fait des deux côtés. On demande à la société d'accepter nos valeurs culturelles, notre identité culturelle. Donc, il y a aussi un peu d'effort à faire dans le sens. Dans ce Mais sens, oui. Mhm. oui, il n'y a pas de doute que le racisme existe dans cette société et que les jeunes noirs, même moi j'en suis victime. Malheureusement, on est, on est arrivé à l'heure, mais je pourrais vous donner des exemples personnels de ce que j'ai vécu. Bon, j'ai préféré me concentrer sur l'expérience des jeunes et je pense que j'ai été chanceux et je suis ressorti avec l'idée qu'il faut du financement à long terme. Il faut des projets solides qui portent sur le long terme. Parce que moi, si j'ai réussi avec mes jeunes, c'est parce que c'est pas parce que j'ai un don ou j'ai quelque chose de spécial, parce que j'étais là avec eux pendant 5 ans. Oui, c'est un accompagnement. C'est Oui, un accompagnement. oui, c'est un accompagnement à long terme. Alors, pour conclure, Antoine, quel est ton dernier conseil ou ton conseil ultime? Bon, mon conseil ultime, c'est aussi de travailler avec les parents. Mhm. On ne peut pas aider les jeunes en ignorant les parents. Donc, il faut voir le jeune dans son milieu familial. OK? Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai toujours pris la chance. J'ai toujours pris la chance de contacter, même si ça ne faisait pas partie directe de ma liste de tâches, mais j'ai toujours pris et je me suis toujours fait le devoir de contacter les parents et d'intégrer les parents dans le travail. Parce que malheureusement, beaucoup de parents pensent que une fois que l'autobus est venu prendre leur enfant, et puis non, le rôle ne s'arrête pas là. Le parent doit être impliqué à toutes les étapes. Donc, malheureusement, il y a un autre, il y a un autre problème avec l'implication des parents. Des fois, les parents ont besoin beaucoup plus
d'aide et d'accompagnement que les jeunes. Les jeunes s'adaptent très vite à leur milieu, ils apprennent la langue très vite. Ce qui arrive aux parents, et c'est pourquoi j'insiste sur les parents, ce qui arrive aux parents, c'est que il y a un changement de rôle, un renversement de rôle. Les jeunes apprennent la langue très vite, les jeunes s'intègrent très vite et les parents sont encore attachés aux valeurs et de la société d'origine et aussi l'absence de la compétence linguistique aussi. Donc, plusieurs fois, j'ai assisté à des situations où c'est l'enfant qui traduit pour le parent. Il y a des parents qui refusent. C'est pourquoi moi, j'ai insisté beaucoup pour aller vers les parents parce que les parents étaient totalement intimidés par le système. Quand il y avait les soirées des parents, les parents ne venaient pas. Qu'est-ce qu'il allait dire aux pauvres? Ça ne faisait pas partie de leur culture et ça ne faisait pas partie de ce qu'on faisait chez nous. Donc, les parents ont besoin d'un accompagnement aussi. On ne peut pas se focuser, se concentrer seulement sur les jeunes sans ne pas donner un soutien aux parents. C'est pourquoi, avec Page, nous, on a des projets aussi pour les parents. OK, très bien. Écoute, c'est très intéressant et très vaste. Hein? C'est un sujet d'ampleur. Mais Antoine, on va te retrouver. On va te retrouver dans les forums. Hein? On va te tenir au courant lors des prochains forums radio hein? qui se feront virtuels aussi. On compte sur ta présence, j'espère. Absolument. Merci de m'avoir invité, Annie. Bienvenue, merci à toi. Je suis enchanté de te rencontrer, Joe. Moi aussi enchanté, c'est un grand plaisir. OK, c'est un grand plaisir. Alors, on reste en contact, Antoine. Absolument. À bientôt. Absolument. Merci en pile. Merci en pile. Bye bye.